Alors, je le disais il y a un instant, on se retrouve pour cette première table ronde de l'après-midi pour voir comment agir concrètement sur ces enjeux de risque professionnel et de prévention, pour voir surtout comment mettre en œuvre, mobiliser les leviers traditionnels de la prévention des risques, que sont la formation, que sont les inspections, qu'est aussi le management du risque. Et on a vu ce matin qu'ils peuvent être difficiles à mobiliser dans ce secteur des soins à la personne où il y a d'importants verrous managériels, financiers, culturels aussi, qui limitent l'évolution des pratiques. On va aller le voir avec des exemples de différents voisins européens. On ira en Finlande, on ira au Danemark, on ira en Allemagne. Et puis on va le voir aussi en région parisienne avec nos deux invités qui sont avec nous sur le plateau. Bonjour Alexandre Vernet. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour Sandrine Rémy, bonjour à vous deux. Alors Sandrine Rémy, vous êtes contrôleur de sécurité à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Alexandre Vernet, vous êtes directeur de la résidence retraite cinéma-spectacle qui est en région parisienne. Et vous venez tous les deux nous parler d'une aventure assez peu commune qui a été engagée il y a maintenant 2 ans pour développer une vraie montée en compétences de l'ensemble des personnels au sein de cet EHPAD. Nous allons raconter ensemble cette vraiment belle histoire. Je voudrais commencer avec vous, Alexandre, en regardant finalement quelques images de cet EHPAD. Alors, il s'appelait avant Mutuelle Kodak Pathé. Il accueille plus d'une centaine de résidents. On voit à l'image la vie dans cet EHPAD. On voit les résidents de cet EHPAD. Il y a un parc de 4 hectares, une belle bâtisse, et vous dites, on s'y sent comme à la maison. Quelle est l'identité, l'état d'esprit de cet EHPAD ? Oui, c'est un peu l'ADN historique de l'établissement, effectivement. Se sentir comme à la maison, c'est ce qu'on se doit de proposer aux résidents et aux personnes âgées, c'est ce qu'ils attendent. Alors, c'est quelque chose dont je n'ai pas été le bâtisseur, hein, c'est un héritage. L'association, elle a 100 ans, l'EHPAD a 50 ans, et c'est ancré dans les murs. On a une fidélisation aussi du personnel qui permet de concrétiser, de continuer à accompagner cette notion de comme à la maison. Le résident doit se sentir bien, le salarié doit se sentir bien, on est très ouvert et on a beaucoup d'accueil aussi de bénévoles. Les familles sont très présentes dans nos établissements. La problématique de la Covid, bien évidemment, a réduit ce champ, mais c'est quand même inscrit dans l'ADN toujours aujourd'hui. Oui, on le voit dans les visages, on le voit dans les sourires et de ces personnels et de ces résidents. Alors pourtant, quand vous êtes arrivé à la tête de cet EHPAD, vous avez été confronté à un très fort taux de sinistralité. Il était lié notamment à des travaux d'agrandissement que vous avez menés de 2015 à 2018, si je ne me trompe pas. Vous aviez des outils, vous aviez des appareils existants, vous aviez le fameux document unique. Qu'est-ce qui faisait que ça ne suffisait pas à juguler cette sinistralité ? C'est vrai que le projet architectural qui avait été visé au départ est en accord avec l'ADN de l'association. Quand on a construit l'établissement, bien évidemment, on a eu des appareils de levage, des rails, avec des rails motorisés qui permettaient de faciliter le travail des soignants auprès du résident. Outre mesure, on avait quand même des problématiques, j'ai envie de dire, d'organisation aussi, qui s'étaient greffées. Recevoir un bâtiment qui a quasiment doublé sa surface d'utilisation, c'est pas rien. Avec le même nombre de professionnels, donc c'était ça la difficulté. Donc on a travaillé sur les organisations, on a essayé de racheter un petit peu du matériel, de revoir les circuits, les flux, aussi c'était important, et on a réussi à gagner des marges de manœuvre pour améliorer le travail des salariés, et tout en conservant la qualité de soins dont on est garant. Mais j'étais aussi dans une posture d'acceptabilité de ces risques professionnels et des accidents du travail notamment. C'est-à-dire que pour moi, un soignant, c'était pas anodin qu'il se présente dans mon bureau pour me dire « Monsieur Vernet, je me suis fait mal au dos lorsque j'ai fait un soin en transfert d'une résidente du lit au fauteuil ». Pour moi, c'était pas quelque chose d'anodin, c'était quelque chose que j'actais, je faisais les déclarations en bonne et due forme, sans finalement me poser trop de questions. Il y a un moment où les choses changent, on est en 2019, et vient faire une visite d'inspection Sandrine Rémy, ici présente, qui vient vous voir et qui va justement faire un peu l'état des lieux de la sinistralité, des outils, des démarches existantes. Sandrine Rémy, quel a été à l'époque votre constat de la situation et votre recommandation à l'attention de Monsieur Vernet et de l'établissement ? Oui, en fait, j'ai rencontré Monsieur Vernet donc en 2019 et c'était ma première visite dans cet établissement dans le cadre du programme national TMS Pro. Et donc les caisses régionales accompagnent les entreprises de divers secteurs d'activité dans une démarche de prévention des TMS. Et donc c'est dans ce cadre-là que je suis intervenue.
Donc mon constat sur l'organisation de la prévention dans cet établissement a été tout d'abord que j'étais en face d'un directeur qui était intéressé et à l'écoute. Ensuite, il disposait d'un comité social-économique peu moteur. Il y avait la présence d'un médecin du travail qui faisait des actions ponctuelles dans l'établissement. Mais il manquait des relais de prévention sur le terrain qui puissent animer cette démarche de prévention des TMS. Donc, j'ai recommandé à M. Vernet de se former déjà lui-même au pilotage de la démarche et de former un référent prévention des TMS dans son établissement. Et donc, nous lui avons même proposé un contrat de prévention pour financer 70% de la formation. Voilà. Dans le cas d'un premier contrat de prévention. Quand Sandrine Rémy est venue, a fait un peu le tour de l'établissement, vous a écouté, a vu la sinistralité récurrente un petit peu, en quoi son discours vous a parlé? En quoi son discours vous a éclairé par rapport à la vision que vous aviez de cette sinistralité avant? Et au départ, quand j'ai vu arriver Sandrine Rémy dans l'établissement, j'ai eu un petit peu peur. Effectivement, il y avait la notion de contrôle, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand je pensais sortir mon DERP, etc., la réglementation, bien évidemment, la mission première d'un employeur, c'est quand même d'assurer la sécurité et la santé de ses salariés. Mais la visite a un petit peu adouci les choses, parce que j'ai été conseillé. Elle m'a apporté aussi des éléments de compréhension sur certaines choses. Elle m'a aussi informé de certaines obligations que je ne connaissais pas. Et toute cette approche pédagogique sur différents points, ça pouvait être sur de la chimie, ça pouvait être sur comment on lave les carreaux sur un étage de 4 étages, j'ai envie de dire, sur un bâtiment de 4 étages. Donc, tous ces éléments, finalement, de conseil ont créé une relation, je crois aussi, de confiance qui a permis d'évoluer et d'être attentif, en tout cas, aux préconisations qu'elle me faisait. Et elle vous a donc convaincu de suivre cette formation, vous et une cadre de santé qui est devenue la référente un peu prévention, une formation de plusieurs jours à l'hôpital Saint-Joseph, qui a été très immersive. En quoi consistait cette formation et en quoi elle a changé un peu votre état d'esprit véritablement du souvenir que vous en avez? Oui, alors le souvenir, au départ, j'y suis allé en me disant, finalement, qu'est-ce que je vais apprendre de plus dans cette formation? Alors, c'est une formation action, ça c'est très important, parce que pendant la formation, on va nous apprendre, par l'utilisation des matériels, par les mises en situation face au risque, finalement, à comment réagir, comment s'adapter, comment devenir pédagogue. Il y a toute une première phase de compréhension de la méthode. Et puis ensuite, on déconstruit un petit peu aussi les acquis. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un système de gestes et postures dans ce texte de formation. On est plus sur, j'ai envie de dire, une projection de préventeur. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est plus ça. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience qu'on a un véritable rôle et un pouvoir d'action dans l'établissement pour pouvoir mettre en œuvre cette discipline-là. Alors, c'est vrai que c'est une formation de 5 jours, qui est longue, où on aborde différents sujets qui peuvent aller, qui déconstruisent justement quelque part, parce qu'il y a du bon dans gestes et postures forcément, mais qui disent, il y a peut-être des choses à apporter dans les formations initiales, etc. En quoi est-ce qu'il y a des moments clés qui ont été présents et qui vous ont fait un peu déconstruire ce que vous appelez d'ailleurs un peu la posture de toute puissance du soignant ou du directeur? Est-ce que vous vous souvenez il y a le moment du hamac notamment, mais pas que? Le moment du hamac, mais avant le moment du hamac, on m'a mis en situation, c'est-à-dire on m'a dit, Monsieur Vernet, alors c'est vrai que j'ai un historique aussi soignant, Monsieur Vernet, d'infirmier, voilà, cadre de santé, et puis voilà. Donc, mais en tout cas, on m'a mis en situation de dire, Monsieur Vernet, vous qui savez, venez faire un transfert latéral d'une personne. Et donc je suis arrivé avec mes gros bras, mes gros muscles, je sais faire, toutes mes compétences acquises, et ça c'était définitif pour faire ce transfert latéral. Et là, on m'a fait comprendre que finalement, c'était moi qui dirigeais le soin et je n'étais pas dans une co-construction du soin avec la personne que j'avais en face. Quelque part, je l'occultais. Et là, c'est quelque chose qu'il faut accepter et qu'il faut recevoir aussi. Donc, il y a un travail sur soi à faire, que j'ai fait par ailleurs. Et puis ensuite, il y a la mise en situation pour montrer comment, avec l'aide d'appareillage, appareil de transfert, drap de glisse, etc., comment on arrive à finalement rendre un soin de confort, de qualité, et j'utilise toujours cette image de la plume, c'est-à-dire que vraiment se mettre d'un fauteuil dans un lit, ça peut être vécu comme une plume, et c'est là tout l'enjeu de cette formation, c'est de faire comprendre aux dirigeants, qui va être le décideur, donc finalement le payeur, de pouvoir
dégager suffisamment de temps, de moyens et de méthodes pour que les salariés puissent adhérer aussi à cette nouvelle approche. Vous le dites, c'est faire des gestes plumes, des gestes où on retrouve la douceur, la communication et l'échange aussi un peu. Oui, qui est un peu, j'ai envie de dire, l'origine du soin, tout simplement. Donc finalement, on a des soignants qui sont en tension perpétuelle, notamment dans cette crise Covid qui est difficile. Et aujourd'hui, on essaie de retrouver un petit peu, à travers ces formations aussi, du sens, de les rapprocher en fait de ce qui est leur valeur originelle, c'est-à-dire avoir la satisfaction de faire un soin de confort et de qualité et de le savoir. C'est-à-dire que la mise en situation de ces formations-actions, elles ont l'avantage justement de faire vivre l'expérience aux soignants. Alors il y en a plein qui existent, et il y en a des bonnes et il faut en prendre et en laisser bien évidemment, mais celle-ci, pour moi en tout cas dans mon champ, me correspond. Oui, et elle a vraiment changé votre vision et votre approche. Sandrine Rémy, cette formation, ça celle de l'hôpital Saint-Joseph en l'occurrence, elle est assez emblématique. C'est notamment celle qui a servi aussi un peu de référentiel à l'INRS qui a mis en place toute une nouvelle approche dont nous parlait ce matin Stéphane Pimbert, d'accompagnement des soignants. En quoi est-elle si pertinente pour vous, pour changer la vision, pour changer l'approche de la perception du risque ? C'est une formation-action qui est centrée sur le soin de manutention et donc qui vise le zéro portage. Donc, elle consiste en fait pour le soignant à évaluer les capacités motrices et cognitives de la personne à mobilité réduite pour l'accompagner dans son déplacement. Et tout ceci en facilitant l'autonomie de cette personne et en préservant la santé du salarié. Donc cette formation, elle a été maintenant la formation INRS prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire médico-social évolue maintenant et elle va intégrer cette démarche qu'on appelle ALM, aide à la mobilité pour la personne aidée en prenant soin de l'autre et de soi. Oui, parce que l'idée, c'est de travailler pour le bénéficiaire et aussi pour soi, soignant de la même manière, et de prendre conscience des enjeux des deux. Vous avez eu avec Alexandre Vernet un directeur d'EHPAD surpris, mais un directeur d'EHPAD à l'écoute et un directeur d'EHPAD qui vous a suivi. J'imagine que ce n'est pas le cas dans toutes les visites, j'imagine qu'il y en a certains avec lesquels c'est un peu plus difficile. Quel type de résistance vous pouvez rencontrer de la part des directeurs sur ce que sont ces inspections et ce que sont ces approches-là ? Alors les résistances au niveau des directions, c'est qu'ils nous disent qu'il manque de moyens, notamment en personnes compétentes pour animer cette démarche de prévention des TMS. La formation est parfois jugée trop longue ou trop coûteuse. Le fait qu'il y ait un turnover de personnel fait que ils ont des difficultés à pouvoir pérenniser cette formation. Et ils n'ont pas forcément prévu le temps à dédier pour cette personne ressource. Et il y a parfois donc un faible engagement de la direction qui méconnaît parfois un peu les enjeux de la prévention. C'est un élément notoire, le fait qu'il ait été soignant, infirmier avant, dans la sensibilisation qu'il a eue à cette approche-là, vous pensez ? Et est-ce que du coup, ça veut dire que dans la formation des directeurs, il y a peut-être des éléments à faire évoluer par rapport à ça aussi. Oui, il y a des éléments à faire évoluer. Alors nous, on les rappelle à chaque visite, les enjeux de la prévention, les enjeux humains, socio-économiques. Et il y a, au niveau de la formation initiale, il y a moyen d'agir au niveau, et on agit déjà au niveau des formations initiales pour former les chefs d'entreprise et les nouveaux directeurs, quoi. Alors, vous avez fait la formation, la référente prévention cadre de santé l'a fait aussi. Le but du jeu, c'est pas juste que vous le fassiez, c'est que ça puisse être déployé à l'échelle des, je crois, 65, je me trompe pas, c'est ça, personnel. Oui, 80 ETP présents dans l'établissement. Comment vous comptez justement déployer ça pour l'ensemble des personnels ? Comment vous comptez finalement les convertir comme vous avez vous-même été converti ? Alors déjà, reprendre un peu les mêmes codes d'après en formation, c'est-à-dire les mettre en situation. Ça va être important aussi qu'on soit nous-mêmes dans la formation-action. Alors ça, c'est une nouvelle méthode pour moi, en tout cas, pour diffuser l'information. C'est quelque chose qu'on doit inscrire aussi dans le projet d'établissement. On a la chance de devoir remettre le projet d'établissement en place cette année. Et puis, vraiment structurer des ateliers.
des ateliers. Donc ça va demander du temps, des moyens, on en est conscient, de l'investissement. Il est préconisé pendant la formation aussi que des temps soient identifiés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas en situation de travail, c'est-à-dire que vraiment on dégage un temps, c'est un véritable temps de formation. Ce n'est pas uniquement de rattraper des situations, ça le sera par la suite, mais en formation initiale, c'est-à-dire pour déployer le programme, il est important de mettre des jalons. Donc pour l'instant, on est à l'étape de programmation parce que je suis sorti de la formation, c'était en décembre 2019 et en mars 2020, bien, on était sur d'autres sujets, mais néanmoins, c'est comme ça qu'on a programmé le plan d'action pour déployer la formation au sein d'établissements. On veut véritablement aussi qu'il y ait une culture. C'est pour ça qu'on inscrit au projet d'établissement. Et il y a un élément aussi qui est important, c'est que c'est aussi porté par le conseil d'administration. Donc vraiment, l'entité globale veut porter ce projet parce qu'on sait aussi qu'on a un fort taux de sinistralité qui n'est pas voué à disparaître. Il faut absolument qu'on enlève le risque. Et par ce moyen de zéro portage, on va supprimer ce risque. Donc, on attend les résultats. Et ce sera intéressant de voir, on nous a dit que sur 10 mois, on arriverait à déployer la méthode sur l'établissement. C'est ambitieux. On va essayer de s'y mettre là très rapidement avec la cadre de santé qui a fait une formation de 13 jours. Ça aussi, ça demande de l'investissement. Une cadre de santé absente de l'établissement 13 jours, il faut le préparer. Tout est une question de préparation, de programmation, mais néanmoins, les résultats attendus, et l'hôpital Saint-Joseph nous a montré aussi par des chiffres, sont intéressants. Et il y a un enjeu aussi de communication. Alors, vous l'avez dit, le déploiement du programme sur l'ensemble du personnel, il a été bousculé comme beaucoup de choses par la crise de la Covid. Donc, il va se faire aujourd'hui, mais il s'est préparé déjà. Et dans cette préparation, vous m'avez dit, un des enjeux clés, c'est la communication aussi. Bien sûr. Oui. En quoi c'est important de communiquer auprès des personnels? Parce que ça peut être très déstabilisant pour eux, autant que ça l'a été pour vous. Oui. Et comment, justement, cette communication peut les amener finalement à lever un certain nombre de résistances? C'est vrai qu'il faut les rassurer parce qu'ils sont dans la formation initiale, on apprend souvent au minimum gestes et postures dans toutes les formations paramédicales. Donc c'est vrai qu'ils risquent de ressentir, notamment si on met des formations action et qu'on utilise du matériel ou qu'on leur demande de se mettre en situation justement d'un geste quelque part qui ne sera plus adapté à la nouvelle méthode de prise en soin, pour dire le soin de manutention, mais on risque de créer peut-être des résistances. Donc c'est important de l'annoncer avec bienveillance aussi. Et là, ça rejoint les risques psychosociaux. C'est-à-dire que le soignant ne doit pas croire que les soins qu'il a fait auparavant étaient mauvais. Ils étaient juste, à un moment donné, les mieux ou les plus recommandés pour éviter de se blesser. Néanmoins, nous, on essaye d'atteindre d'autres objectifs et c'est en cela que c'est important de communiquer et d'annoncer les choses aux équipes de façon plus précise. Sandrine Rémy, comment votre organisme va accompagner Monsieur Vernet dans le déploiement auprès de ces 85 ETP de cette démarche? Ces 85 personnes qui vont changer leur approche du soin tout de même. C'est une grosse avancée. Comment vous allez l'accompagner là-dedans? Écoutez, pour l'instant, on va laisser faire la formation. Après, on va les aider à analyser les situations de travail après sur le terrain. Et pour pouvoir ensuite préconiser des mesures de prévention adéquates, un plan d'action qui va être proposé. Alors on voit ce premier levier qu'on peut outiller et actionner, celui de la formation, un levier de prévention, et on voit comment il peut s'adapter justement aux réalités et aussi aux verrous de ce monde du soin à la personne. Il y a un deuxième levier important, c'est celui des inspections. Alors on en a parlé un petit peu, mais qui peuvent être aussi mises à contribution pour intégrer une vraie démarche de prévention à de nouveaux types de risques associés aux soins et associés aux soins à la personne. Cette question nous conduit au Danemark, où nous sommes allés interviewer Julie Bachet-Bilsbod. Elle est chef de section pour l'autorité nationale danoise en charge des conditions de travail au département du ministère du Travail. On l'avait déjà reçue à Eurogip. C'est une autorité qui a engagé un grand chantier de réforme de l'inspection du travail dans de nombreux secteurs destinés à mieux appréhender les risques liés aux environnements de travail, et notamment dans le secteur du soin à la personne, avec notamment un focus fait sur ce que les Danois appellent le high emotional demand, la prévention des situations conflictuelles. On écoute Julie nous parler justement de ce chantier de rénovation des inspections du travail et comment il s'applique à ce secteur du soin à la personne. Julie Bachet-Bilsbod, Danemark.
Pourquoi le secteur des soins à domicile est-il particulièrement exposé aux charges émotionnelles ? La charge émotionnelle est l'un des principaux facteurs de risque au Danemark et c'est certainement celui que l'on rencontre le plus couramment dans ce secteur, avec un pourcentage beaucoup plus élevé que dans d'autres secteurs. La forte charge émotionnelle se retrouve typiquement dans les métiers qui sont en interaction avec d'autres personnes, c'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les aides aux personnes âgées, ce qui suppose que les employés de ces secteurs doivent faire face aux sentiments, aux impressions, aux comportements des citoyens, tout en gérant leurs propres sentiments, leurs propres émotions. Et c'est une condition préalable pour exercer ces métiers. Cela fait partie intrinsèque de ce métier. C'est la raison pour laquelle ces personnes s'engagent dans ces carrières. C'est parce qu'ils aiment aider les autres et qu'ils ont cet enthousiasme. Mais en tant qu'autorité, nous devons tenir compte de ce risque, de ce facteur de risque et nous dire que si il est impossible de l'éliminer, il faut que ce risque soit prévenu de manière correcte. Quelle nouvelle stratégie pour prévenir les risques psychosociaux au travail ? Un arrêté ministériel a été adopté sur cet environnement de travail et ses risques psychosociaux. Et l'objectif de cet arrêté est de clarifier les règles de cet environnement psychosocial pour les employés et les employeurs. Et il vise à rendre les règles plus compréhensibles. Mais cela reste un arrêté ministériel. Il donne les règles. C'est la raison pour laquelle nous apportons ce que l'on appelle des recommandations ou des lignes directrices dont le rôle est d'expliquer ces règles. Et pour chaque facteur de risque, nous élaborons une recommandation, si bien que nous allons également produire une recommandation sur les charges émotionnelles importantes. Nous ne l'avons pas encore fait, nous allons le faire cette année. Et cette recommandation va décrire les règles sur le lieu de travail et comment adapter les règles et quelles sont les mesures préventives qui doivent être mises en place. Cette recommandation va expliquer les meilleures pratiques en termes de prévention et comme ces recommandations ne sont pas propres à chaque secteur et qu'elles sont plutôt généralistes, nous travaillons avec les partenaires sociaux parce que eux développent des supports qui sont plus spécifiques et puis ils sont constamment en dialogue pour améliorer le lieu de travail. Quelles actions sur le terrain pour mieux prévenir ces risques ? Il y a un nouvel accord sur l'environnement de travail qui a été adopté au Danemark et l'une de ses conclusions était qu'il fallait davantage d'inspections et qu'il fallait améliorer les modalités d'inspection et les spécialiser. Et grâce à ces inspections propres à chaque secteur, on met l'accent davantage sur les charges émotionnelles. Cela figure donc au programme des inspections de travail et nous soutenons la prévention par le biais du dialogue et de la supervision. Donc on consacre davantage de temps au débat sur les charges émotionnelles, ce que l'on fait toujours, puisque par le passé on en parlait également, mais aujourd'hui on met beaucoup plus l'accent dessus avec des budgets plus importants et nous avons recruté beaucoup de nouveaux inspecteurs et des inspecteurs spécialisés sur l'environnement psychosocial. Quel rôle les partenaires sociaux peuvent-ils jouer ?
Nous avons une longue tradition de coopération avec les partenaires sociaux. Nous avons travaillé étroitement avec eux pour la production de cet arrêté ministériel et de ses recommandations. Mais lorsque nous communiquons sur ces nouvelles initiatives, nous menons une action conjointe de communication avec les partenaires sociaux parce qu'ils représentent les entreprises et ils ont une meilleure compréhension de la communication qui importe pour ce secteur. Quelles sont les clés de réussite ? Je dirais qu'il est très important d'apporter aide et soutien, de très bien comprendre le niveau de qualité de service et puis, bien entendu, la formation pour que les compétences professionnelles soient complètement en adéquation avec les tâches qui doivent être accomplies par les employés. On voit bien là, dans cet exemple danois, qu'il y a la volonté de développer les inspections véritablement comme des matrices de prévention et de concertation, et en les associant là, spécifiquement à cette problématique des RPS, des risques psychosociaux, qui sont souvent plus difficiles à appréhender et à gérer. Dans quelle mesure, Sandrine Rémy, vous avez l'impression que ces risques psychosociaux, ces problématiques de charge émotionnelle, comme elle le dit, sont très présents dans ces établissements que vous visitez, et comment est-ce que vous pouvez aider à mieux les appréhender aussi auprès des personnels, auprès des directions ? Oui, actuellement, les organisations du travail et les rapports sociaux ont bien été chamboulés avec cette crise, et on le voit dans les EHPAD. Les risques psychosociaux existaient déjà, ils sont accentués actuellement. Alors nous, lors de nos inspections, nos contrôles, on appelle ça, nous ne sommes pas l'inspection du travail, donc nous sommes une autre institution de prévention, les caisses de sécurité sociale. Donc nous intervenons effectivement dans les CSE avec les partenaires sociaux, la direction, pour discuter de ces problématiques et pour que les entreprises fassent l'identification de ces facteurs de risques psychosociaux. Donc on les accompagne dans la détection. Ça se fait comment ? Parce que alors Julie, c'était pas dans l'interview, mais quand elle en parle, elle dit que ils ont une approche assez affinée, c'est-à-dire qu'ils font des groupes de parole et ils essaient de différencier les groupes de parole des salariés, des groupes de parole des personnels de direction, parce que souvent les salariés, s'ils sont dans un groupe de parole avec quelqu'un de la direction sur ces problématiques-là, ils auront du mal à prendre la parole. Donc il y a vraiment une approche affinée. Est-ce que vous réussissez ? Est-ce que c'est important finalement d'aller dans ce type de dispositif pour appréhender ces problématiques-là ? Oui, tout à fait. Nous le faisons également. Nous le faisons déjà aussi. Nous allons rencontrer d'abord les représentants du personnel, la direction, et ensuite on remet en commun la restitution de ces retours avec les différents partenaires. Alors, le premier levier, on l'a vu, c'était la formation. Deuxième levier, on l'a vu, ce sont les inspections. Troisième levier important aussi, qui est un levier clé de la prévention des risques et qui peut là aussi être mobilisé de manière spécifique sur ce secteur du soin à la personne, c'est celui du management du risque. Et là aussi, on va aller, c'est la tradition d'Eurogip, voir des expériences européennes qui vont nous emmener en Allemagne et tout de suite en Finlande. En Finlande, on est allé interviewer Jukka Pekkatini, il est conseiller juridique et il a contribué à la mise en place d'une opération de très grande ampleur de prévention des risques professionnels dans le secteur du soin à domicile. Alors, la principale fédération d'employeurs en Finlande regroupe environ 100 000 employés dans le pays. C'est l'un des principaux secteurs employeurs du pays. Et il y a une hausse assez ingérable de la sinistralité. Et plutôt que d'en s'en remettre à une réglementation, une réforme, employeurs, fédération d'employeurs et syndicats d'employés ont décidé de se concerter pour engager d'eux-mêmes, à leur propre initiative, une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur le management du risque autour de ces problématiques-là, avec une valorisation de bonnes pratiques, avec des outils pour aider à la détection des risques. On va écouter Jukka Pekkatini nous dire un peu pourquoi cette initiative a été lancée et quels sont ses résultats. Jukka Pekkatini, Finlande.
Pourquoi une grande campagne sur la gestion des risques professionnels dans le secteur des soins à la personne ? En fait, le nombre d'accidents a beaucoup augmenté dans le secteur de la santé et de l'aide sociale. Donc, des accidents professionnels ont fortement augmenté, alors que le nombre d'accidents professionnels a baissé dans d'autres secteurs. Et cela concernait le secteur de l'aide à domicile. Donc, avec les organisations professionnelles et avec le Centre finlandais de la sécurité au travail, nous avons décidé de lancer un projet qui vise tout d'abord à mettre fin à cette tendance à la hausse dans le nombre d'accidents, mais aussi d'inverser cette tendance pour qu'elle baisse véritablement. Pourquoi vous êtes inspiré des actions dans le secteur de la chimie et de l'industrie ? On s'est dit qu'on ne voulait pas réinventer la roue, donc nous avons essayé de trouver de bons exemples qui venaient d'autres secteurs industriels. Et dans le secteur de la chimie, des projets ont été couronnés de succès au fil de ces 30 dernières années et au cours de cette période, ils ont réduit le nombre d'accidents d'un pourcentage de 90%, ce qui est un chiffre énorme. Et nous avons compris que c'était un projet où les succès rapides n'allaient pas venir tout de suite et qu'il fallait s'engager sur le long terme. Dans le secteur de la chimie, la baisse a été constante à partir du premier jour de cette campagne et nous nous sommes dit qu'il fallait s'engager dans cette voie et qu'en fait, la prévention des risques n'était pas propre à un secteur technologique, mais que les mêmes méthodes pouvaient s'appliquer au secteur de la santé. Quelles ont été vos priorités pour changer les mentalités sur la gestion des risques professionnels ? Nos objectifs, c'est que la sécurité sur le lieu de travail fasse partie de la réalité quotidienne dans les entreprises, comme on se préoccupe de la sécurité des patients ou des clients. Alors, comment changer d'état d'esprit ? Eh bien, on peut donner les outils, mais en fait, on veut plutôt donner des exemples positifs, des recommandations, des conseils pratiques en utilisant les médias, les relations publiques, les réseaux sociaux, etc. Lorsque l'on intègre ces questions dans les médias et les réseaux sociaux, nous pensons que c'est un moyen de faire de ce sujet un sujet normal. Bien entendu, la pandémie de Covid a beaucoup ralenti ce projet. Néanmoins, nous avons réussi à mener à bien quelques actions. La difficulté principale, peut-être au début, était d'intégrer tout le monde et de ne pas répéter les erreurs, de présenter ces projets uniquement sous un angle négatif. On voulait présenter la sécurité sur le lieu de travail à partir d'exemples positifs. Quelles ont été les clés de réussite ? Je dirais que les clés de réussite reposent sur l'état d'esprit et la culture d'entreprise. Mais celle-ci n'est pas suffisante. Il faut que ce changement d'état d'esprit s'instille chez chaque employé, chaque salarié. Le plus important, c'est que l'ensemble des employeurs et des employés s'engagent dans un tel projet. Alors, on va continuer notre petit tour d'Europe. De Finlande, on va aller en Allemagne, où on est allé interviewer Albert Ninaus. Il est médecin, il est directeur du département de recherche de l'assureur, le principal assureur du secteur des soins, qui s'occupe des cliniques, des maisons de retraite, du personnel ambulancier. C'est la BGW. Et en plus de ses missions d'indemnisation, cette BGW doit aussi, par la loi, assurer un certain nombre de missions et de programmes de prévention. Elle s'est pour cela doté d'un département de recherche en prévention. Il y a une quarantaine de chercheurs à l'intérieur qui engagent des programmes de prévention sur des risques peu ou mal connus. Il y a aussi des programmes qui sont conduits en partenariat avec des universités et des universitaires. Et un focus a été mis récemment sur les risques professionnels
pour les infirmières travaillant dans le secteur du grand âge. Ça a été plusieurs programmes, projets ont été engagés là-dessus, qui ont permis d'éclairer notamment les problématiques de violence auxquelles sont exposés ces personnels infirmiers et ont essayé de mettre en avant un certain nombre de solutions, notamment dans la valorisation du leadership chez ces professionnels du soin à la personne. On écoute tout de suite nous en parler Albert Nienhaus. Albert Nienhaus, Allemagne. Sur quoi se concentrent vos recherches au sein de la BGW en matière de prévention? Ce que nous faisons, c'est l'analyse des tendances et des taux d'exposition sur le lieu de travail et d'élaborer à partir de cela des programmes de prévention et de rééducation à partir de nos observations. Et actuellement, notre axe principal de travail, c'est le domaine des soins infirmiers. Nous sommes confrontés à une pénurie d'infirmières en Allemagne actuellement. Et à partir des analyses des données des fonds de pension, nous avons constaté que la probabilité de départ prématuré à la retraite chez les infirmières était plus élevée pour des raisons de santé. Il y a 2 raisons à cela, les lombalgies, dorsalgies et les problèmes de santé mentale. Donc l'un des axes de notre recherche concerne la pression sociale, le stress social pour les infirmières et les lombalgies. Quel programme de recherche sur les conditions de travail des infirmières? Nous avons constaté 2 choses. Premièrement, il y a de la violence exercée par les patients contre les infirmières. C'est un gros problème. Au cours de ces 12 derniers mois, environ 80% des infirmières ont connu des épisodes de violence et une infirmière sur 3 ressent un stress très important à cause de l'exposition à cette violence des patients. Le deuxième constat, si l'on s'appuie sur le concept d'exposition et de ressources, du côté des ressources et des moyens, les infirmières disaient qu'elles étaient plutôt bien soutenues par leurs collègues, mais qu'elles étaient moins satisfaites du soutien qui venait de la hiérarchie, de l'infirmière chef du service. Et donc, nous avons orienté nos travaux sur le leadership chez les infirmières et nous nous sommes dit qu'il fallait aussi couvrir la question de la violence. Donc, violence et qualité du leadership. Quelles initiatives pour prévenir l'exposition à la violence? Nous avons proposé de faire en sorte que la violence fasse partie de l'analyse de risque qui doit être réalisée par chaque employeur chaque année. Deuxième initiative proposée, la formation à la désescalade de façon à expliquer aux infirmières comment réagir face à des actes de violence, comment les prévenir, comment mieux y faire face. Et nous avons pu montrer que sur le lieu de travail où les formations ont été menées et où les évaluations de risque ont été réalisées, les conséquences de ces analyses de risque ayant été prises en compte, les infirmières sentaient qu'elles étaient moins stressées par opposition au service où cette formation et où cette évaluation des risques n'avait pas été menée à bien. En quoi le leadership est-il important? Comment le développer chez les infirmières? En fait, pour le leadership, c'était un petit peu comme pour la question de la violence. Nous avons proposé d'organiser des séminaires
qui vise à améliorer le leadership du professionnel de santé de façon à sensibiliser les infirmières chefs sur cette thématique. Et l'une des réactions au début de cette initiative était que, de toute façon, la priorité, c'était le patient. Il fallait donc développer une sensibilité non seulement à la santé du patient, mais aussi une sensibilité à la santé des infirmières de façon à ce que l'environnement de travail soit propice pour les infirmières et par conséquent que c'était important pour la qualité des soins. Donc c'est bénéfique à la fois pour les patients et pour les infirmières. Pour nous, ça a été un point un petit peu difficile, une pierre d'achoppement au début. Mais au fil des formations, on s'est rendu compte que les réactions étaient très positives. La prévention des risques, un enjeu clé et une responsabilité pour l'assureur. Je pense qu'il est important de ne pas accabler de reproches les personnes. Si le leadership n'est pas bon et parce que l'évaluation qui a été faite par les infirmières dans tous les services, c'est que le leadership n'était pas bon. On ne peut pas accabler de reproches la chef infirmière qui elle-même travaille dans des conditions particulières et elle a besoin d'être soutenue par l'employeur, par la hiérarchie, de façon à pouvoir consacrer suffisamment de temps à l'amélioration de ses compétences de leadership pour le bien-être des infirmières avec lesquelles elle travaille. On voit bien qu'il y a encore ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette nécessité et cette difficulté de décaler le prendre soin du bénéficiaire aussi à celui qui le soigne et celui qui l'accompagne, ou celle qui le soigne et celle qui l'accompagne. Alexandre Vernet, je voudrais prendre votre réaction à ce dernier témoignage. Ces violences aux infirmières, est-ce que c'est une situation que vous pouvez connaître, voir et vivre aussi dans un établissement comme le vôtre? En tout cas, je sais que c'est une situation qui est connue sur le territoire national français parce que l'indicateur que je regarde moi en premier lorsque je choisis une formation, c'est la thématique. Quand on appelle un grand opérateur de formation dans le cadre de la formation continuelle, professionnelle continue, est ressorti la gestion de la violence de tout type, la violence des résidents, la violence des familles. Et Albert dit aussi violence des infirmières entre elles. Et violence des infirmières entre elles, voilà, effectivement. Nous, on a mis en place effectivement l'analyse des pratiques professionnelles, avec des psychanalystes qui viennent sur site pour libérer la parole, etc., pour discuter. Peut-être qu'aussi on peut se poser la question pourquoi j'ai choisi la cadre de santé en préférant TMS, peut-être aussi. Mais c'est vrai que c'est un monde aussi qui peut effectivement être empreint de violence. On voit aussi naître maintenant des cliniques spécialisées, sur des groupes ou des groupes privés spécialisés dans la prise en compte des risques psychosociaux, notamment sur tout ce qui est psychologique. Et ça, c'est assez nouveau, assez novateur en France. Donc, on a un sujet, effectivement, sur la gestion des risques psychosociaux, et notamment pas que des infirmières, je dirais. Un dernier point, alors c'est des petites questions qui nous sont envoyées par l'auditoire connecté. Une fois que directeur d'établissement et cadre de santé, on revient à votre formation, reçoivent cette formation, comment les connaissances acquises par ces deux personnes sont distillées auprès des salariés de l'établissement? On a un peu répondu à cette question, je voudrais un peu peut-être la prolonger en disant les salariés ne sont pas encore formés, mais vous, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a déjà changé dans votre gestion au quotidien et votre appréciation au quotidien de ces problématiques? Oui, ça m'a changé parce que déjà on va parler le même langage. C'est-à-dire que quand le terrain va venir vers le décideur, la formation c'est ça, on va comprendre les clés de langage. Quand elle va me dire j'ai besoin d'acheter tel type de matériel et c'est vraiment important parce que vous voyez là on a vraiment un risque qui est majeur, on va parler exactement le même langage. Donc oui, c'est très important. Les financeurs, notamment ARS et conseils départementaux, ne sont-ils pas des acteurs majeurs prescripteurs? Quelle action à engager vis-à-vis d'eux?
L'ARS a déjà donné, on a des crédits non reconductibles avec des axes bien spécifiques sur la gestion des TMS, et on a déjà reçu des crédits, ce qui nous a permis de nous équiper bien en amont effectivement de la participation d'Acramif dans le contrat de pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il y a une question posée sur la Finlande. Alors, Jukka-Pekka Tini n'est pas avec nous, mais sur quels critères et quelles actions vous reliez la prévention dans la chimie et dans les soins à domicile? Alors, je peux y répondre parce que je lui avais posé cette question et il me dit, en effet, on n'est pas du tout sur le même objet. On gère des produits, on gère des personnes et c'est pas la même chose. Mais dans les deux cas, on est sur une même démarche de satisfaction client et c'est sur cette base-là, sur cette dynamique-là qu'on a pu engager le protocole et le processus. Je réponds que partiellement à la réponse, mais n'étant pas là, en tous les cas, c'est un élément qui m'avait mentionné sur ce sujet-là. Je vous remercie tous deux pour cette belle histoire, cette belle aventure qui va se prolonger encore du coup dans les mois et les années à venir. Vous pourrez peut-être nous raconter un peu comment s'est prolongée cette formation et ce que deviennent ces gestes plumes. Merci à vous. On se retrouve à 15h, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 10 minutes pour notre dernière table ronde de ces débats d'Eurogip. On va voir à travers des expériences assez étonnantes comment dans la relation de soins, comment dans la gestion des aides techniques, comment dans l'organisation du travail, on peut développer de l'autonomisation, on peut développer une vraie culture de prévention dans ces secteurs-là. Merci à vous. À tout de suite.